Concrètement, on va faire rouler des trains sous statut coopératif. Et pour moi, c'est un élément clé en fait de la transition écologique. Et ça, c'est fantastique en fait. C'est fantastique parce qu'on se sent, on se sent poussé. C'est un moment particulièrement fort. Et c'est là où on s'est dit, ça y est, c'est parti. Enfin, où moi, je me suis dit en fait, ça y est, c'est parti. Bonjour Nicolas, Bonjour. merci de faire l'interview à nouveau. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que la boîte Ouais. Donc moi, je suis donc Nicolas de Bézieux. Je suis le directeur général en fait de la coopérative depuis sa création, il y a maintenant plus de 2 ans. Et donc Railcoop, c'est quoi? Railcoop, c'est la première entreprise ferroviaire de France sous statut coopératif. Donc concrètement, on va faire rouler des trains. On va avoir nos trains, nos locomotives, nos services. On sera, parce que je dis une entreprise ferroviaire, parce que pour l'instant, on n'a pas encore notre licence. On devrait l'avoir normalement d'ici l'été, j'espère. Et on va commencer donc par des services fret d'ici la fin de l'année, et puis ensuite des services voyageurs à partir de juin 2022. Ok, super. Voilà. Notre prisme, c'est avant tout de créer des lignes qui ne sont plus exploitées ou qui n'ont jamais été exploitées. En fait, c'est vraiment de développer des nouveaux marchés pour le ferroviaire, donc d'aller sur de nouveaux marchés pour que le ferroviaire prenne en fait des parts de marché à la voiture, notamment au transport routier, dans la perspective de la transition écologique. D'accord, super. Et ça vient d'où ce projet en fait? D'où vient cette idée? En fait, il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé de me mettre en disponibilité de la fonction publique. Donc j'ai arrêté mes fonctions, j'étais ancien fonctionnaire du ministère de la Transition écologique, donc j'ai cessé mes fonctions pour prendre un peu de recul sur ce que j'étais en train de faire. J'ai une dizaine d'années que je travaille sur les questions de changement climatique, et à un moment donné, je me suis dit, il y a quand même un décalage entre le discours politique sur le changement climatique et la réalité de l'urgence pour trouver des solutions sur ce problème. C'est certain. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, finalement, je me mets un peu en retrait pour savoir ce que je peux, moi, à titre individuel, faire, quelque part. Voilà, je suis aussi un citoyen. Et donc, je me suis juste mis en retrait de la fonction publique il y a quelques temps, en sachant pas très bien ce que je pouvais faire, pour être tout à fait honnête. Je suis arrivé là, j'avais plusieurs idées, j'ai testé des trucs, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur des tas de choses. J'ai une formation d'ingénieur, donc je me suis tout de suite engouffré dans des solutions technologiques qui me semblaient intéressantes, tout ça. Puis en fait, au final, je me rends compte que c'est pas la technologie qui sauvera le monde. Et au cours de mes réflexions, de mes pérégrinations, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré déjà mon voisin, qui est un ancien cheminot et qui était très investi en fait sur la défense d'une ligne ferroviaire qui n'est pas exploitée, alors qu'en fait il y a des besoins en fait de mobilité entre ces bassins d'emploi. Je me suis dit à un moment donné, c'est quand même bizarre, mais il y a encore un réseau qui est quand même assez dense et sur lequel il y a tout simplement aucun train qui circule. Oui, parce que c'est pas la seule ligne en question. Il y a beaucoup de lignes pour lesquelles c'est le cas en fait. Ouais, exactement. Il y a à peu près 80% du trafic ferroviaire qui est concentré sur 20% des lignes. Donc en gros, le réseau ferré français est quasiment pas circulé. Il est quasiment pas circulé. Et donc, ça pose question, parce que s'il n'y a pas de service, les gens ils vont pas aller prendre le train, donc ils prennent leur voiture. Et comme vous disiez, c'est complètement une solution pour le changement climatique au niveau des transports. Exactement. En fait, ça c'est le deuxième prisme, c'est que moi ça m'a motivé parce que effectivement, je pense qu'il y a un impact extrêmement important de recourir au ferroviaire. D'autant plus que le ferroviaire, c'est à mon avis le mode de transport qui est le plus complémentaire des modes de transport doux, du vélo et de la marche à pied. C'est-à-dire clairement, si on a un réseau ferré extrêmement dense, extrêmement bien maillé, eh bien, ça va de pair effectivement avec un fort développement, je pense, du vélo et de la marche à pied. Pour moi, la mobilité de demain, je l'aperçois vraiment comme une mobilité qui combine vraiment à la fois le caractère collectif du transport ferroviaire et le caractère individuel des mobilités douces. Donc c'est vraiment, et pour moi, c'est un élément clé en fait de la transition écologique. Le ferroviaire est vraiment la solution d'avenir. Et donc, au moment de la création, donc il y avait ça, parce que je sentais bien qu'il y avait un prisme avec un impact, un prisme transition écologique qui était très fort. On a croisé en fait la route de Dominique Guéret, qui est le président actuel de Railcoop, qui lui était très impliqué dans le monde coopératif
Et il a eu une idée assez simple qui a dit, mais de toute façon, pour arriver dans ces grands secteurs, le monde coopératif est peut-être l'outil adéquat. Parce que pour arriver à développer une entreprise ferroviaire, il faut des moyens techniques, des moyens financiers qui sont considérables. On doit avoir au minimum 1,5 million d'euros de capital social pour pouvoir avoir une licence d'entreprise, donc pour pouvoir juste avoir le droit de circuler sur le réseau. D'accord. Quand même. Donc 1,5 million d'euros. Pour lancer la ligne telle qu'on veut faire, Bordeaux-Lyon, c'est 5 millions d'euros d'investissement. De besoin de financement. Voilà. Après, donc, il y a énormément il y a des besoins financiers qui sont très grands. Il y a des besoins techniques parce que, vous voyez, là, aujourd'hui, nous, on n'a pas encore démarré notre activité, mais on est déjà 10 salariés dans RICOP. Et on va monter en puissance parce qu'effectivement, négocier les sillons de circulation, donc les péages, les droits de passage sur le réseau. C'est incroyable de faire ça. Ah bah là on essuie les plâtres, hein, mais c'est colossal en fait comme tâche. C'est clair que c'est quelque chose qui doit être un projet collectif. Et donc ça, le meilleur moyen d'y arriver en fait, c'est de se fédérer et de faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible à porter en fait cette idée, à porter ce projet. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de créer la première coopérative ferroviaire, la première société coopérative d'intérêt collectif dédiée aux ferroviaires, qui est RICOP. Parce qu'on s'est dit, on partage le constat que le ferroviaire est indispensable pour la transition écologique. Il y a un besoin, et non seulement il n'y a pas qu'un besoin, il y a aussi une envie en fait, d'avoir des trains sur les territoires. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y aller tous ensemble. Et donc c'est comme ça qu'on a créé RICOP. On a créé d'abord une association de préfiguration en avril 2019. Ensuite, on s'est transformé en société en novembre 2019. Et maintenant, on a un peu plus d'un an. Quand on a démarré la première réunion pour un peu dégrossir le sujet, on était dans la salle des fêtes de Blars, donc un petit village du Lot, et on était 10 autour dans la salle des fêtes de Blars, avec un petit rétroprojecteur qui nous avait gentiment été prêté par la mairie. Et voilà. Et aujourd'hui, on est 5500 sociétaires dans 22 pays. Et donc, voilà. Donc c'est pas uniquement des sociétaires en France. Non, on a partout. Ils adhèrent en fait à l'idée, au projet. C'est pas simplement des gens qui vont utiliser nos services. C'est des gens qui soutiennent le fait qu'il y ait une réappropriation citoyenne du ferroviaire, qu'il y ait un développement du ferroviaire. Donc c'est pas uniquement de futurs clients. Et du coup, le statut finalement vient à la fois des conditions en fait pour accéder à ce marché et à la fois d'une envie commune de changer les choses. En fait, on n'avait pas le choix du statut. Parce que notre volonté, c'était de prime abord donc d'associer tous les citoyens, effectivement, à la gouvernance de l'entreprise. Il y avait ça. Mais ce qu'on a très rapidement constaté, c'est qu'il n'y avait pas que les citoyens qui étaient demandeurs du ferroviaire. Il y avait également les collectivités locales. Et quand on dit collectivités locales, c'est les collectivités infrarégionales, les communes, les communautés de communes. Elles subissent quelque part les choix des orientations ferroviaires. C'est-à-dire que l'autorité organisatrice, c'est la région. Alors la région, elle ne peut pas tout faire en fait. On lui demande beaucoup de choses. Elle ne peut pas tout faire, donc elle ne peut pas aller sur tous les territoires. Et donc ça crée sur certaines communes, sur certaines collectivités, un sentiment de frustration, de déclassement vis-à-vis de la mobilité ferroviaire. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est justement de leur dire, réappropriez-vous les choses, devenez sociétaire de RICOP, soyez donc actionnaire d'une entreprise ferroviaire, donc vous êtes propriétaire quelque part d'une entreprise ferroviaire, avec les citoyens, avec d'autres entreprises, et ensemble, on se mobilise pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux services qui se développent. Ok. Est-ce que tu pourrais justement détailler un petit peu le fonctionnement d'une coopérative comme ça? Comment ça se passe exactement? Alors, une coopérative, donc on a une assemblée générale avec différents collèges de sociétaires. On a 5 collèges de sociétaires. Donc les salariés, qui ont 20% en fait des droits de vote en assemblée générale. 2 catégories de bénéficiaires, ce qu'on a appelé les bénéficiaires personnes physiques, les bénéficiaires personnes morales. Quand on dit bénéficiaire, c'est toute personne physique ou morale qui retire un bénéfice, soit parce que ça contribue à la lutte contre le dérèglement climatique, soit parce qu'ils peuvent être clients, bref, il y a des tas de raisons pour ça. Collectivités locales qui ont également 20%. D'accord. Et une autre catégorie qui sont les partenaires, ce qu'on a appelé les partenaires techniques et financiers. Dans l'Assemblée générale, on a ces 5 collèges qui ont chacun 20% des droits de vote. D'accord.
Donc, après, l'Assemblée générale, elle ne se réunit pas tout le temps, elle se réunit au moins une fois par an. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un conseil d'administration. En fait, on est une société anonyme à la base, Format coopératif. mais sous format coopératif. On a une structure d'organisation tout à fait classique en termes d'entreprise du point de vue du droit du commerce. Après, ce qui va être différent, ça va être la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est effectivement le fait qu'on ait une assemblée générale dont les droits de vote sont décorrélés en fait à la détention du capital. Et l'autre aspect, c'est que donc on a un conseil d'administration, on a une équipe opérationnelle avec un directeur général. Les salariés soient partie prenante des décisions, donc ils peuvent être également sociétaires de la coopérative, donc représentés aussi au niveau du conseil d'administration. Et enfin, dernier élément, c'est que les sociétaires, ce ne sont pas des actionnaires passifs, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on doit avoir 7 ou 8 cercles, je ne sais plus exactement combien on est, de cercles de sociétaires qui travaillent concrètement sur des sujets. Donc, on a un cercle, par exemple, qui est en train de travailler sur nos futurs services, les futures lignes qu'on pourrait développer. Donc, actuellement, il est composé d'une centaine de personnes, quand même, une centaine de sociétaires qui travaillent ensemble à des lignes. Donc, ils vont étudier la pertinence économique de ces lignes, qui vont étudier les modes d'exploitation, qui vont étudier tout un ensemble de paramètres pour qu'ensuite, nous, équipe opérationnelle, eh bien, on les mette en œuvre. Donc, c'est vraiment les sociétaires qui proposent. On a un cercle qui travaille sur le fret, on a un cercle qui travaille sur les outils numériques, on a un cercle qui travaille sur les nouveaux services à bord et les nouveaux services en gare. Donc voilà, on a un certain nombre de cercles qui concrètement alimentent les travaux de la coopérative. Et ça, ce fonctionnement interne, c'est vous qui l'avez décidé entre vous? Et après, chaque coopérative est libre de voir comment ils travaillent. La grosse difficulté, je dois vous avouer là-dessus, c'est qu'en fait, tout le système ferroviaire français n'est pas du tout organisé sous un format horizontal. Oui. Le modèle est un modèle extrêmement vertical. Tout l'enjeu qu'on a, nous, RICOP, c'est de réconcilier ces deux modèles, de voir comment on arrive à avoir un mode d'organisation le plus horizontal possible, alors que toute la réglementation est orientée pour avoir un mode d'organisation vertical. C'est pas tous les jours simple, oui. Ok. Et est-ce que vous aviez des modèles, des inspirations pour vous lancer dans cette aventure? Oui, il y avait Enercop, bien sûr. Enercop pour être conseillé un petit peu sur leur fonctionnement ou comment ça se passait? Alors, Enercop, oui, on a eu beaucoup d'échanges informels en fait, avec eux. Très tôt, on a rejoint le collectif pour la transition citoyenne où il y avait notamment où ils étaient présents. Ouais. Vous avez été aidé un petit peu par des organismes et d'autres structures? Après, oui, on a été aidé dès le départ, dès l'origine du projet. On a été incubé en fait par le programme d'incubation Catalyst, qui est le programme d'incubation de l'Union régionale des sociétés coopératives. D'accord. De l'URSCOP Occitanie. Donc, on a été incubé et ce qui nous a permis effectivement de dégrossir un certain nombre de sujets. Et donc là, si on reprend un petit peu le cheminement, il y a eu combien de temps entre j'ai une idée, je me lance sur le terrain, et jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement? Ça s'est fait très très vite, parce que je me rappelle les premières réflexions vers décembre, janvier 2018. D'accord. On a fait la première réunion, comme je disais, à la salle des fêtes de Blars en février 2019. On a créé l'association. L'association a été enregistrée formellement le 20 avril 2019. D'accord. Moi, j'avais la chance en fait, d'être en disponibilité de la fonction publique. Donc, en fait, pendant un an, j'étais en congé sans solde, donc j'étais bénévole sur le truc, sur le projet, où j'ai fait un peu j'ai un peu sillonné la France pour rencontrer les différentes institutions. Parce que l'association de préfiguration, elle avait pour mission en fait, de répondre à 3 questions. Oui. La première, c'était de savoir est-ce que réglementairement, on peut, nous, monter une entreprise ferroviaire coopérative. Oui, parce que la question se pose quand même. Pourquoi il n'y en a pas eu d'autres avant, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Donc en fait, voilà, on est les premiers, on l'a fait. Mais non, réglementairement, on pouvait le faire. La deuxième question, c'était de se dire est-ce qu'il y a un intérêt qu'on le fasse? Est-ce que c'est le bon mode d'action par rapport aux objectifs qu'on recherche? Ça aurait pu être de se dire on monte une association pour faire en sorte que la SNCF éventuellement relance ses lignes. On a fait le constat que ce n'était pas la bonne solution parce que d'autres avaient adopté effectivement cette stratégie et que malheureusement ça n'avait pas abouti. Et la dernière question à laquelle on avait pensé, c'est de se dire ok, bon, on peut le faire,
Mm. Il y a un intérêt qu'on le fasse, mais si on le fait, est-ce qu'on va être viable? Ouais. Et- Et donc, c'est là où on a commencé à travailler effectivement sur le business plan, sur les différentes solutions. Mm. Donc, la réponse a été oui. Donc, en septembre 2019, quand on s'est dit tous les signaux sont en vert, Mm. allons-y. Donc, on a fait d'abord une première assemblée générale de transformation de l'association. Enfin, on a eu plusieurs assemblées générales en fait, pour transformer Oui. l'association en société coopérative. Donc, on s'est formellement transformé le 30 novembre en société coopérative. D'accord. À partir de là, l'entreprise s'est mise en place progressivement. Entre novembre et mai 2020, on a essayé de mettre en place les choses, un certain nombre de choses techniques qu'on devait mettre en place. Le fait par exemple, de se déclarer auprès de l'autorité des marchés financiers Ouais. pour pouvoir faire un appel public à souscription. Donc ça, c'est des trucs qu'on a fait. Le fait de commencer à poser des choses, de communiquer sur l'action de communication, puisque le premier prisme, hein, c'est d'arriver à lever des fonds quand même. Hein. Ouais, ouais. Et comment vous avez fait justement pour relever les fonds? Alors, par la communication, d'abord dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Parce, Ouais. parce que vous avez donc les fonds grâce aux sociétaires. Et est-ce Oui. que c'est le seul moyen que vous avez eu pour... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas du tout. On n'a demandé aucune subvention. D'accord. Donc, on n'est pas du tout subventionné. Donc c'est 100% sociétaire. Exactement. On est totalement indépendant. On n'a aucune subvention. Ouais. Et aujourd'hui, à 95%, nos sociétaires sont des personnes physiques, sont des particuliers en fait. Ok. D'où l'importance de la stratégie de communication, de vous faire entendre. Exactement, Ouais. exactement. Et donc c'est pour ça que très rapidement on a mis ça en place. On a eu un pic en fait de souscription assez important au moment où on a notifié nos lignes. Donc on prépare le service, hein, donc on a notifié nos lignes à l'autorité de régulation des transports. Mm. C'était en juin de l'année dernière. D'accord. Et puis là, on a eu beaucoup de nouveaux sociétaires qui nous ont rejoints. On a continué effectivement les actions. On a renforcé l'équipe en recrutant. On s'était fixé comme objectif d'avoir 1,5 million de capital social Ouais, à ouais. la fin 2020, parce que c'est le seuil qui nous permet d'avoir la licence d'entreprise ferroviaire. D'accord. Bon, je pense que là, on va les avoir fin janvier, donc on a un mois de retard sur le planning. Voilà. Après, c'est qu'une première étape, et donc maintenant, il va s'enchaîner les autres étapes. On a renforcé, donc comme je dis, on a pas mal recruté là, ces derniers temps. On est maintenant 7 salariés dans l'entreprise. On en a 3 qui nous rejoignent le lundi prochain, là, le 1er février. D'accord. Donc on sera 10. Et puis on va en recruter d'autres là, dans les mois qui viennent parce que il faut qu'on soit au moins entre 15 et 20 personnes pour être en mesure de préparer le lancement du service. D'accord. Et donc là, l'objectif, ouais, c'est de commencer, de débuter par le fret. Exactement. Ouais, on va commencer par le fret fin d'année. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que la première raison, c'est qu'on souhaitait expérimenter quelque chose dans le domaine du fret qui soit un peu différent de ce que faisaient les autres entreprises ferroviaires. On va mettre en place une desserte sur un territoire où il n'y a plus du tout de service ferroviaire de fret ferroviaire et on va faire une liaison régulière entre le territoire de Figeac et celui de Toulouse. Alors, c'est une expérimentation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un potentiel, mais on n'a pas la garantie d'être économiquement viable sur ce service. Mais néanmoins, on le fait quand même parce que ce service-là va permettre de nous roder au niveau de nos processus. Donc, c'est une montée en puissance, hein, une maturation un peu de notre processus. Et cette montée en puissance va nous permettre donc simplement d'essuyer un peu les plâtres avant de démarrer notre service voyageur en juin 2022. D'accord. Tu as parlé, mais est-ce que vous avez été en contact avec la SNCF également? Oui, bien sûr, on est en contact. On est en contact régulier. Alors, il y a différentes SNCF. Hein. Il y a SNCF Réseau qui gère le réseau. On est en contact très régulier. On a des échanges voire presque quotidiens avec eux. Hein. Et comment ça se passe ils comprennent très bien, j'imagine, la situation, le fait d'avoir différents prestataires. De manière, ce n'est pas des lignes, comme vous disiez, qui utilisent, donc vous n'êtes pas concurrent finalement. Alors, il faut dissocier deux choses. C'est pour ça que j'ai à plusieurs SNCF. C'est-à-dire que SNCF Réseau, lui, son job, c'est de faire en sorte qu'il y ait des trains qui roulent sur le réseau. Oui. Donc, en fait, le gestionnaire d'infrastructure, c'est différent de l'entreprise qui exploite les lignes. Nous, on est
juste exploite, enfin, on exploite des trains en fait. On fait rouler des trains. On va pas gérer les rails, la maintenance des rails. D'accord. Donc, avec SNCF Réseau, finalement, on n'est pas sur le même métier. En fait, SNCF Réseau gère l'infrastructure. Ok. Nous, on serait plus, si on veut parler de concurrence, on serait plus concurrent de SNCF Voyageurs, qui opère les TGV, donc de TGV, d'Intercité, Ouais. d'Eurostar. Nous, on est plus sur le même segment. Après, on n'est pas concurrent parce qu'on n'est pas sur le même marché. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, parmi la sphère SNCF, on est aussi beaucoup en contact avec Gare et Connexion, qui gère les gares. Bon, globalement, avec l'ensemble des structures de la SNCF, ça se passe relativement bien. D'accord. Est-ce que vous avez des moments forts, des moments particuliers, des anecdotes à raconter? J'imagine qu'il y en a quelques-unes quand même sur l'histoire de RICOP. Alors oui, oui, on en a déjà quelques-unes. Moi, il y a eu un moment particulièrement fort. Ouais. Ça a été en septembre de l'année dernière, où on a fait notre première réunion, où on a réuni ce qu'on a appelé nos ambassadeurs, c'est-à-dire des sociétaires qui avaient envie de s'investir bénévolement, ils souhaitaient s'investir, pas juste en participant à des cercles, qui est déjà pas mal, mais concrètement à porter le projet sur les territoires où ils étaient. Et en fait, on a fait cette réunion en septembre ici à Figeac, et on a eu à peu près, je ne sais plus combien ils étaient, je crois qu'il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là. D'accord. Tous extrêmement motivés. Et moi, ça a été un moment particulièrement fort parce que ça a été la première fois où j'ai vraiment senti que le projet était porté au-delà de moi. Enfin, depuis le début, en fait, je portais le projet à bout de bras parce que voilà, j'ai été bénévole pendant un an, ensuite directeur de la coopérative. Alors, il y a effectivement ma sœur qui nous a rejoint, il y en a une qui nous a rejoint. Mais c'était la première fois où en fait la communauté RICOP dépassait RICOP. En fait. Derrière, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est fantastique en fait. C'est fantastique parce qu'on se sent, on se sent poussé, on se sent aussi redevable quand même vis-à-vis de tout le monde. Et c'est là où on s'est dit, ça y est, c'est parti. Enfin, où moi je me suis dit en fait, ça y est, c'est parti. C'est parti, on est parti sur la bonne voie. Quoi. Surtout que finalement, comme vous disiez, vous êtes plus de 5000 en 2 ans, même pas en fait, même pas 2 ans. En un an, on est passé de 32 à quasiment à plus de 5500 maintenant. C'est encore une fois de plus, c'est vrai, ça montre qu'il y a vraiment une traction derrière, quoi, une vraie demande. C'est génial. Donc non, c'est super. Puis ce qui est super, enfin là voilà, après il y a eu des moments forts, il y a eu des moments pour les 1 an de RICOP, c'était un moment fort. Il y a des moments aussi de découragement quand même. Hein. Oui, créer une boîte, ça demande énormément de boulot. Et si on n'est pas prêt à le consacrer, à se dire bon bah voilà, alors il faut faire attention parce que on peut y laisser sa santé clairement. Donc il faut être en capacité de créer une boîte, c'est quand même c'est un marathon, donc il ne s'agit pas de se préparer pour faire un sprint. Hein. C'est ça. Et c'est d'ailleurs, je pense que, après je sais pas forcément la science infuse, mais je pense que c'est l'un des gros problèmes de cet esprit start-up, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui créent une entreprise et qui ont le sentiment qu'en 15 jours, ils vont être multimillionnaires ou alors qu'ils vont changer le monde. Enfin, pour être clair, ce qui est plus difficile parfois à supporter, toute cette agressivité quand même qu'on peut ressentir, les attaques personnelles des fois qu'on peut avoir, qui sont parfois un peu compliquées. Bon, c'est vrai que nous, on s'attaque quand même à un secteur et on est assez disruptif. Donc, très particulier, oui, c'est certain. Mais non, ces attaques-là, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à digérer. Après, on passe outre parce qu'on a quand même un dynamisme collectif, parce qu'on a... tous les jours, on a une dizaine de sociétaires qui nous appellent en nous disant on est avec vous, on veut avancer, on veut faire des trucs. Donc ça nous motive. Mais il suffit qu'on ait quelques messages en disant ouais, de toute façon, ils sont utopiques, ils croient à rien. Enfin, bref. Je pense que c'est vraiment la grande force des projets engagés, des projets à impact comme les nôtres, parce que c'est vrai que finalement, même si on subit ces difficultés qui arrivent pas quotidiennement, mais presque, on est quand même porté par ce qu'on apporte justement, par
Mm. cette volonté où il y a 5000 personnes derrière, etc., qui nous pousse. Enfin, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour Ah ben ouais, non. derrière. Donc, c'est Ouais, quand non. même le grand avantage qu'on a par rapport à des structures plus classiques, on va dire. Mais je pense aussi, enfin ça c'est ma réflexion, je pense qu'aujourd'hui des entreprises, la création d'entreprises dans le domaine, enfin des entreprises comme RICOP, des entreprises pas forcément coopératives, mais avec un esprit collectif, où on se fixe une mission, etc., sont beaucoup plus honnêtes Mm. en fait que des startups de l'économie classique. Pourquoi? Mm. Parce que quand on prend des modèles de startups de l'économie classique, Mm. souvent il y a ce modèle de l'entrepreneur un peu héros qui va seul contre tous, qui a une idée géniale et qui du coup la transforme. Mhm. Et ce storytelling est complètement faux. Ah bah oui. Complètement faux. Personne ne peut réussir seul. Mm, mm. Personne ne peut réussir seul. Alors oui, il y a des gens qui ont des idées fantastiques, mais ces idées, elles n'ont de sens que si à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à les écouter, à les recevoir, à s'intéresser à ça, il y a un cadre qui est prêt à les porter. Et personne n'entreprend seul. Ouais. Enfin, je pense pas. C'est exactement ça, c'est le storytelling qu'on entend en fait. Donc on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, c'est exactement ça. Et d'où l'intérêt aussi de creuser un petit peu, comme aujourd'hui, ce qu'il y a derrière vraiment l'histoire d'une entreprise. Même si on est encore loin du quotidien que vous avez. Mais bon, on en sait déjà un peu plus. Et est-ce que vous avez justement des conseils pour les futurs entrepreneurs du domaine social et solidaire, on va dire, et environnemental? Bah, déjà, il faut commencer. Ouais, ça c'est certain. C'est le truc. On ne sait pas forcément exactement où on va, et je le dis de façon assez honnête, hein, c'est-à-dire que nous, on a pas mal, vous voyez, hein, on a cette vision effectivement qui est un peu floue de se dire on veut recréer des trains qui connectent les territoires, mais ensuite concrètement, quand on descend dans l'opérationnel, quel train il faut qu'on prenne. Par exemple, on était parti initialement sur du matériel neuf, après le contexte nous a fait évoluer sur du matériel d'occasion. Bref, on était parti sur un temps de parcours de 6h47 parce qu'on avait calculé. Après, on s'est confronté au fait qu'on n'était pas tout seul à circuler sur le réseau, qu'il y avait des négociations à avoir avec SNCF Réseau, avec d'autres entreprises ferroviaires, bref. Et donc, en fait, de toute façon, à partir du moment où ça ne sert à rien, enfin, je pense pas que ça serve à quelque chose quand on est entrepreneur de se dire ouais, je vais faire ça, tout ça, tac, 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 je vais séquencer les choses. En fait, il faut juste y aller. Ouais. Il faut juste y aller. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'entreprend pas seul. À mon avis, la principale source de succès de projets entrepreneuriaux ne sont pas liés à la mise en œuvre du projet en tant que tel. Le sujet de savoir concrètement, voilà, acheter du matériel ferroviaire, quel que soit le montant, ça, c'est pas un problème. Enfin, la question du financement, c'est pas un problème. Je dis pas que c'est pas un problème, je dis pas que c'est pas compliqué d'avoir des financements et d'avancer là-dessus. Hein. Je dis pas, voilà, 5 millions nos 5 millions d'euros, là, pour l'instant, on les a pas. Hein. Donc il faut qu'on travaille là-dessus quand même. Mais ce qui est fondamental, c'est d'être dans un réseau. C'est de se construire un réseau. Et c'est d'avoir un maillage de personnes qui ne vont pas forcément nous soutenir de manière franche, dire ouais, c'est génial, soit j'investis dans la boîte, soit je vous propose ci, je vous propose ça. Non, c'est des gens qui éventuellement vont avoir un regard bienveillant là-dessus, vont parler de nous, vont dire. Et progressivement, va se créer en fait une sorte de halo autour du projet, avec un certain nombre d'acteurs qui vont à un moment donné entrer en résonance et qui vont faire que le projet va avancer. Et ça, c'est aussi un autre élément, je pense, indispensable. C'est vraiment d'arriver à créer cet écosystème. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. À bientôt.